Donc je me présente, Hugo Roum, ingénieur de recherche donc à l'INRA, également à Jouy-en-Josas, et responsable opérationnel de plateforme donc à Métagénopolis, qui est une unité de service de l'INRA. Donc moi j'ai la chance de pouvoir avoir deux temps pour vous parler, un ce matin et un cet après-midi. Donc je me suis proposé en fait au lieu de vous convaincre très directement de pouvoir faire des collaborations avec nous sur l'étude du microbiote intestinal, euh, je vais d'abord, dans un premier temps ce matin, vous décrire un petit peu l'état de l'art des connaissances sur le microbiote intestinal en santé humaine et animale. Et puis dans un deuxième temps, cet après-midi, je vous présenterai un petit peu plus notre unité et les outils que l'on peut mettre donc à votre disposition pour ces études-là. Donc ici, on va vraiment s'intéresser à l'étude du microbiote intestinal pour des options préventives et thérapeutiques en santé animale et humaine. Donc tout d'abord, le microbiome humain, combien? Donc voilà, il faut savoir qu'on est génétiquement plus microbien que humain. Hein, on a 23 000 gènes humains, on en a plus de 2 millions qui soient microbiens. On a à peu près 25 fois plus de gènes microbiens que de gènes humains. Voilà, et c'est aussi un ratio cellulaire qui est à peu près équivalent à un ratio 1-1. Donc, qui est où? Eh ben, écoutez, des microbes, on en a un petit peu partout autour de nous et sur notre peau, dans notre bouche et dans les muqueuses buccales, vaginales et aussi dans les intestins. Alors, le microbiote fécal est celui qui est le plus étudié aujourd'hui, mais on voit bien que la médecine ne s'arrête pas forcément aux impacts du microbiote intestinal et la santé humaine non plus. Donc, à Métagénopolis, on a aussi vraiment beaucoup d'intérêt à aller s'intéresser sur d'autres microbiotes humains que sont oral, vaginal et de la peau. Donc, ça a été décrit dès 2006 comme un organe négligé par rapport aux activités métaboliques représentées par collectivement l'ensemble du microbiote intestinal, qui est égal à un organe virtuel. Donc le microbiote intestinal, c'est 90% de bactéries, 300 espèces bactériennes dans chacun des individus environ, et ce qui représente environ 600 000 gènes, avec une redondance très importante des fonctions quand même, mais 600 000 gènes différents. Voilà, et donc c'est vraiment le microbiote intestinal qu'on étudie ici. Donc l'homme et son microbiote intestinal, une relation d'interdépendance. Donc il y a des choses qui vont avoir des impacts très importants sur le microbiote intestinal, comme tout d'abord les modes de naissance, mais également les modes d'alimentation dès la naissance. L'alimentation également pendant toute la durée de vie d'une personne, de son enfance jusqu'à sa vieillesse. Son exercice, ses maladies, prendre de l'âge également va pouvoir avoir des modifications importantes sur le microbiote intestinal, et également les médicaments que l'on prend, et également notre origine géographique, mais également ethnique. Et en retour, notre microbiote intestinal va avoir beaucoup d'impact sur notre santé. Donc le plus connu sur, bien sûr, la dégradation des composés alimentaires, mais pas seulement. En fait, il va nous aider également à résister aux pathogènes. Il va également moduler la densité osseuse, nous protéger contre toutes sortes de choses, et aussi promouvoir par exemple le stockage des graisses, nous aider à développer, surtout dans les 5 premières années de la vie, notre système immunitaire, synthétiser des vitamines et des acides aminés très importants et qui seront synthétisés que par le microbiote intestinal, nous aider à dégrader, à métaboliser les médicaments que l'on prend et avoir des modifications très importantes aussi sur notre système nerveux central, puisque le microbiote intestinal est aussi doté d'un système nerveux entérique. Donc voilà, très simplement, ici, juste une symbiose protectrice. Alors, je ne vais pas aller vraiment dans les détails concernant cette slide-là, mais simplement, sachez que, en fait, notre microbiote intestinal nous protège de maladies avant d'être responsable de maladies. Voilà, et quelques exemples ici sur cette symbiose protectrice, en fait, ensemble avec notre système immunitaire. Donc l'homme et son microbiote intestinal, vous avez pu remarquer aussi peut-être une slide très importante ici sur l'incidence des maladies immunitaires qui sont
perpétuelle élévation donc depuis 1950, en fait, avec des scléroses, des diabètes, des asthmes, des Crohn's disease, alors que dans le même temps, les incidences des maladies infectieuses sont en décroissance grâce au progrès médical. Et nous, chercheurs dans l'ensemble du monde du microbiote intestinal, on se dit que c'est peut-être notre environnement en fait qui va pouvoir avoir une influence sur ces incidences des maladies immunitaires. Donc, je ne vais pas refaire le détail, mais de nombreuses maladies et de plus en plus depuis les 10 dernières années sont en lien d'association avec un microbiote intestinal particulier. Vous avez peut-être entendu parler du nom de la dysbiose qui va être caractéristique de cela. Et donc, en fait, ça va être un triptyque entre le microbiote intestinal, le système immunitaire et notre alimentation qui va avoir un effet sur l'arthrose, sur les types de diabète 1, les maladies inflammatoires, les maladies aussi du liver, de l'arthroclose et de l'obésité et ensuite des cancérigènes nombreux. Donc voilà pour tout ce qui est des maladies qui touchent les organes. Mais un qui est particulièrement intéressant aussi, c'est sur les voies d'action du microbiote intestinal sur le cerveau. Donc via la circulation sanguine, la libération de cytokines et des cellules immunitaires dans la muqueuse intestinale, la libération de neuropeptides également, et l'activation des systèmes nerveux entériques. Et donc énormément de maladies aussi en lien, qui va du trouble du spectre autistique jusqu'aux troubles anxieux, les troubles de conduite alimentaire, les troubles bipolaires, les maladies de Parkinson, de Alzheimer, schizophrénie et sclérose en plaques qui ont pu être démontrées. Donc voilà, et le microbiote, en fait, c'est un équilibre fragile. Donc là, je prends pour exemple en fait un lac en eutrophisation, où en fait on a un équilibre très important qui lie en fait le système immunitaire, le microbiote intestinal et l'alimentation humaine et le statut de santé de l'homme. Et en fait, il va y avoir un équilibre qui va être fragilisé à un moment donné par une dysbiose par exemple, ou par une intervention alimentaire, une modulation alimentaire qui va perturber par exemple cet équilibre-là et qui va arriver en fait à une perte par exemple de diversité, comme on observe une perte de diversité dans un lac en eutrophisation où on ajoute des polluants qui ont pour but de supprimer l'oxygène présent dans les eaux, dans les lacs, et en fait de tuer un petit peu les formes de vie dépendantes de l'oxygène. Donc ces équilibres, ils sont vraiment très fragiles. Vous avez en fait une résistance au changement qui va être plus ou moins faible selon la richesse du microbiote intestinal. Donc ça va être des résistances faibles en fait, comme on peut voir ici, mais à forte latitude, mais résilience en fait. Donc vous voyez là, la bille peut se déplacer sur une envergure assez importante, ou alors des résistances faibles liées à une fragilité écologique. Par exemple, où on est sur une edge ici qui va être des équilibres très faibles. Et on a ici des résiliences très limitées. Donc la résilience, c'est vraiment la possibilité pour le microbiote intestinal de retour à un équilibre. Voilà. Et donc toutes ces connaissances, en fait, elles sont dues à des technologies au service des découvertes, bien sûr, depuis, donc surtout en microbiologie, depuis l'invention du microscope, aux techniques de culture en boîte de pétri et à l'évolution des techniques de séquençage, très importantes depuis 1977. On s'est ensuite rendu compte que le comptage microscopique était bien plus important que le comptage en boîte de pétri, et donc on avait énormément de bactéries qu'on ne pouvait pas cultiver, jusqu'au monde de l'ADN et de toutes les technologies de séquençage qui ont été de séquençage haut débit qui ont été créées depuis 2000 et 2004 et l'avènement du séquençage du génome humain. Et en fait, les premières études du microbiote intestinal au niveau mondial ont eu lieu à l'INRA en 2006 et s'en est suivi tout un tas de grands projets internationaux, dont Metaits, par exemple. Voilà, et très simplement aussi vers le séquençage de l'ADN, donc un petit peu depuis la découverte de la structure de l'ADN jusqu'au premier séquençage de seconde génération et aujourd'hui de deuxième génération, où on va en fait vers la compréhension de mieux en mieux de la compréhension du microbiote intestinal. Alors, il faut distinguer dans nos méthodologies la génomique et la métagénomique. La génomique, c'est l'étude du génome d'un être unique, donc humain ou bactérien. La métagénomique, c'est l'analyse de l'ensemble des génomes présents dans une communauté complexe de 300 bactéries
différentes en fait. Donc c'est vraiment des outils très très nouveaux en fait qu'on est en train d'utiliser pour décrire ce microbiote intestinal. Donc il va s'agir en fait, vous avez les différentes bactéries du microbiote intestinal qui sont présentées ici. Tout d'abord d'isoler l'ensemble de l'ADN présent dans le microbiote intestinal via la collecte des échantillons fécaux et ensuite le séquençage et en fait l'analyse qui va pouvoir être en fait la reconstruction du puzzle. Et le puzzle, c'est assez immense puisque en fait, il va falloir reconstruire le génome de chaque entité présente à l'origine. Et donc, c'est beaucoup d'efforts analytiques. Donc, les challenges à la métagénomique, c'est l'assemblage des gènes, l'assignement taxonomique des espèces, la reconstruction des réseaux métaboliques quand on veut aller au niveau fonctionnel, la prédiction des gènes et l'analyse comparative. Donc voilà, les questions posées, c'est quels sont les micro-organismes en présence, qu'est-ce qu'ils font et comment le font-ils pour pouvoir utiliser les approches en métagénomique pour la description du microbiote intestinal. Donc, j'en viens sur mes slides de conclusion sur ma première intervention de ce matin, la structure de l'unité de Métagénopolis. Donc, Métagénopolis est un démonstrateur pré-industriel qui met à la disposition de la communauté scientifique et industrielle son expertise et ses outils. Donc, c'est une structure publique qui emploie 355 personnes, dont près de la moitié sont des informaticiens des systèmes, des bioinformaticiens, des biostatisticiens et des mathématiciens, qui ont la lourde tâche de répondre aux challenges de la métagénomique. Aussi grâce sur les plateformes à une forte automatisation des processus en laboratoire, on peut en fait vraiment beaucoup travailler avec des automates pour tout ce qui est extraction ADN et séquençage, donc ce qui rend ces technologies-là sûres et assez rapidement effectuées. Et nous sommes financés par les investissements d'avenir de l'ANR. Donc on se structure en deux approches, l'approche quantitative métagénomique et l'approche fonctionnelle en métagénomique, donc qui sont deux approches que je pourrais vous décrire un petit peu plus en détail cet après-midi. Donc on a plusieurs plateformes, la plateforme de collection des échantillons qui s'appelle la plateforme Sambo, donc qui va pouvoir aider à la collecte des échantillons, recevoir les échantillons, assurer leur biobanking et ensuite assurer l'extraction de l'ADN pour pouvoir faire le séquençage. Le séquençage va être réalisé dans une seconde plateforme de séquençage haut débit qui s'appelle Metacant. Et ensuite, une plateforme de 20 à 25 personnes qui vont pouvoir assurer le traitement bioinformatique et biostatistique des données, en lien, bien sûr, avec les métadonnées cliniques. Donc voilà, on est aussi encadré par un bureau éthique qui va pouvoir contrôler Et donc, pour vous donner un petit peu une idée de la production en chiffres, donc notre unité a été financée par les investissements d'avenir à hauteur de 19 millions d'euros pour les périodes entre 2012 et 2024, et avec un budget total de plus de 60 millions d'euros, qui correspond à 109 contrats signés avec des partenaires, donc privés industriels qui représentent à peu près 52% de la part de nos contrats. On travaille aussi beaucoup avec des partenaires internationaux via la Commission européenne et les ERC. On a aussi beaucoup de projets, 15% à peu près, qui sont financés par l'ANR donc en France, et avec quelques autres projets de l'organisation. Donc sur toutes ces distributions de projets, on est surtout sur la métagénomique quantitative, un peu moins sur la métagénomique fonctionnelle et sur nos activités de biobanking. Voilà, et donc le microbiome humain, c'est l'application nutrition santé. Donc ça va de la stratification, donc pour la personnalisation et pour le diagnostic, aux nouveaux médicaments, donc avoir des nouvelles cibles thérapeutiques. Donc nous, on va pas du tout faire du design de médicaments, mais on va pouvoir donner en fait des hypothèses de recherche pour les personnes qui vont pouvoir créer des médicaments. Et pour ça, en fait, Métagénopolis a collaboré à la création de Antérome il y a à peu près 6 ans, qui est vraiment dédié à pouvoir faire de nouveaux médicaments grâce aux recherches d'unités comme Métagénopolis. On va avoir aussi des implications sur les cibles en modulation par l'alimentation, en prévention ou en curation, et également le microbiote comme un organe médicament grâce à la transplantation du microbiote. Et là aussi, Métagénopolis a participé à la création d'une start-up qui s'appelle Mat Pharma et qui est implémentée ici à Lyon. Donc voilà, très rapidement, microbiote humain, stratification, personnalisation pour le diagnostic et les pronostics. Donc être les identifications des composantes et de la structure du microbiote intestinal, donc normal ou pathologique, pour relier en fait le phénotype de l'hôte avec son profil intestinal et donc à la recherche de biomarqueurs.
Donc ça va être les considérations de différenciation entre symbiose et dysbiose, sain et malade, et voir à la sévérité, les répondeurs et les non-répondeurs à un traitement, et les apparitions ou aggravations des pathologies chroniques. Et donc ça a pour but d'aller vers de l'alimentation et du traitement personnalisé. Les nouveaux médicaments et cibles thérapeutiques, donc ça va faire beaucoup plus des approches fonctionnelles, notamment donc en métagénomique, pour comprendre en fait le dialogue complexe qui s'établit entre l'hôte, son microbiote intestinal et l'alimentation. Donc ça va induire des mécanismes de régulation donc de l'immunité, de la physiologie cellulaire et du dialogue intestin-organe. Enfin, les cibles de modulation préventive ou curative, donc ça va constituer à la compréhension de l'écologie intestinale pour permettre en fait d'avancer vers des ingénieries de l'écologie maîtrisée, encore un peu futuriste aujourd'hui. Donc ça va être identification des micro-organismes commensaux, donc qui vivent dans nos flores intestinales, et la mesure de leurs bénéfices, qui seront modulés en fait ou par la nutrition, par la prescription de prébiotiques ou antibiotiques, et modulés surtout par l'apport d'un microbiote étranger. Donc ça, c'est un domaine en très forte progression. Et enfin, l'organe médicament, à l'extrême de la modulation du microbiote, donc il se présente sous la forme de la transplantation intestinale. Donc cette transplantation, elle est effective dans les hôpitaux seulement dans des cas d'infection à Clostridium difficile, avec des récidives donc importantes et avec un taux très très important de bonne tolérance et d'efficacité qui sont largement supérieurs aux traitements antibiotiques utilisés pour traiter ces maladies-là, sans traitement antibiotique préalable, bien sûr. Donc les mécanismes d'action qui reposent sur ces capacités du microbiote à produire en fait des facteurs inhibants sur la croissance de Clostridium difficile. Donc d'autres applications futures sont possibles et je vraiment vous dirigerai vers MaaT Pharma pour ça. Donc des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sont en test actuellement et des travaux de recherche en cours également sur les obésités et des donneurs minces pour l'amélioration de la sensibilité par exemple à l'insuline, qui sont des travaux de Metagenopolis, et à l'augmentation de la diversité. Donc voilà, j'aimerais conclure sur les remerciements donc dans l'ensemble des équipes qui sont impliquées à Metagenopolis. Donc à la tête d'Osambo, Joël Doré, à la tête de Metacant, Stanislas Elrich, et à la tête de Infobiostack, donc Emmanuel Le Châtelier et Nicolas Ponce, qui sont simplement les représentants de ces différentes plateformes. Voilà, pour aller voir un petit coup d'œil sur notre site internet ici, pour des contacts, mon adresse email ici, et je vous remercie de votre attention.